Mon invité est un joueur de Scrabble. Est-ce que c'est un grand joueur de Scrabble ou un petit joueur de Scrabble? À tout le moins, il aime le jeu. Mon invité, Pierre Parent. Pierre Parent, bonjour. Bonjour. Je reviens à ma question d'introduction. Est-ce que vous êtes un grand joueur de Scrabble, un petit joueur de Scrabble ou un amateur de Scrabble purement et simplement? Je suis un moyen joueur de Scrabble. J'ai un grand amateur du jeu. Avant qu'on parle du jeu de Scrabble en tant que tel, j'aimerais ça qu'on parle un tout petit peu de vous, Pierre, bien entendu. Vous êtes originaire d'où? Vous avez étudié où? En quoi? Comment ça se résume, si on peut vous situer? Bon, rapidement, je suis né à Montréal. Je suis dans la région depuis 40 ans. J'ai fait mes études secondaires dans un collège privé. Je suis allé au cégep. J'ai fait un baccalauréat en physique et une scolarité de maîtrise en démographie. En démographie? Oui, c'est l'étude des populations. Ah oui, absolument. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Qui avez-vous eu comme professeur? Ben, j'ai eu Jacques-Henri Pain. J'ai eu quand même. Jacques Légaré, Robert Bourbeau, Norbert Abutaille, Évelyne Lapierre-Adamczyk. Ça fait un bout de temps, mais oui. C'est intéressant, la démographie. La démographie, pourquoi la démographie? Pourquoi ce choix-là en particulier? Est-ce que ça vous menait vers une carrière de démographe ultérieurement ou non? Oui, c'était pour devenir démographe. D'ailleurs, j'ai travaillé à Statistique Canada pendant 25 ans. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle les estimations de la population qui sont utilisées dans la répartition des paiements de péréquation. Donc, c'était assez important. Donc, j'ai commencé là. Ensuite, je suis allé travailler au recensement. J'ai fait des études, des enquêtes sociales générales. Donc, j'ai fait pas mal de choses à Statistique Canada. C'est important, hein? Les gens, probablement, ne le savent pas, Pierre, mais c'est important d'avoir des statistiques de la population. D'après vous, il y a des différents aspects qu'on peut couvrir, bien entendu, autant l'aspect matrimonial que nationalité, que religion, que bon, etc., peu importe la perspective. C'est important qu'on ait ces statistiques-là pour évaluer notre population. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que les gens, souvent, ils reçoivent le questionnaire, le court ou le long de StatScan, et puis ils se disent « Bah, encore de la paperasse, bon, OK, on est obligé de le remplir, on va le remplir, mais bon, sans plus de conviction que ça. » Mais c'est important. C'est très important, comme je le disais tantôt aussi, juste au niveau des nombres. Tous les paiements de péréquation, les transferts aux provinces, c'est basé sur la population, le nombre de personnes. Souvent, c'est des montants per capita. Donc, il faut que ce soit le plus précis possible en nombre. Puis ensuite, les caractéristiques. C'est important de savoir combien il y a de francophones, combien il y a d'anglophones, combien il y a de gens d'origine diverses. C'est toutes des choses qui sont pas mal importantes. Ça touche, par exemple, ce dont il est question dans l'actualité de nos jours, la question de santé, la répartition financière des fonds fédéraux par rapport aux provinces et par rapport à l'utilisation potentielle des provinces aussi, non? Absolument, exactement. Comme je parlais des transferts, mais c'est des transferts pour tous les domaines. Santé, c'est un des gros domaines, mais il y a la péréquation qui est simplement un transfert d'argent aux provinces, mais aussi la santé, effectivement. Tout à fait. Vous avez évidemment connu plusieurs périodes à StatScan pour 25 ans de carrière là-bas quand même. Il y a dû y avoir passablement d'évolution dans la captation des données, je suppose. J'aimerais ça qu'on revienne un tout petit peu au point de départ. Je sais bien que ce n'est pas tout à fait l'objet que l'on vise avec cette entrevue, mais je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Le plus grand changement au niveau de la captation des statistiques, ça a été quoi, selon vous? Le passage au numérique, le passage à l'ordinateur? Parce qu'avant ça, on était papier, non? Oui. Moi, j'ai quand même connu pas mal, si on parle de captation comme telle, c'était pas mal informatisé. Non, c'est vrai qu'il y avait des entrées à la main, mais c'est le traitement des données, de produire des tableaux. Effectivement, c'était très long avant. Maintenant, ça se fait très rapidement. On a des données sur Internet. Statistique Canada, avant, n'était vraiment pas sur Internet, évidemment, au début. Donc, avoir des données, c'était... Même, ça peut être coûteux pour les utilisateurs, des gens qui font des recherches, ont besoin de données. Maintenant, il y a beaucoup de données sur Internet. Effectivement. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces expériences-là ou de ces 25 ans-là? Parce que, bon, évidemment, vous avez vu défiler des chiffres,
mais il y a l'analyse. En d'autres mots, est-ce que vous vous êtes rendu compte, en tant que statisticien et en tant que membre de StatCan, est-ce que vous vous êtes rendu compte, justement, de l'évolution de la population? Je pose une question très générique, là, mais c'est parce que c'est évident qu'il y a eu une évolution au niveau linguistique ou une régression au niveau linguistique, bon, etc., au niveau de l'économie comme telle, au niveau de la richesse et de la pauvreté. Est-ce qu'on s'en rend compte à regarder les chiffres? Bon, encore, là, moi, dans mon cas, c'était surtout des estimations de la population vers le début. Donc, c'est l'accroissement en nombre. Puis je dois dire que depuis 1980 et quelques, là, la population n'a pas doublé, mais pas loin. J'ai travaillé aussi sur des données de la scolarité, des données sur les familles. Puis, effectivement, il y a eu beaucoup de modifications au niveau des familles. On peut parler de l'union libre, qui est très différente au Québec que dans d'autres provinces. On peut parler de toutes sortes de choses. Mais moi, principalement, population, la scolarité, l'évolution des domaines d'études, il y en a, mais c'est ça, les domaines d'études reliés à l'informatique, au traitement de l'information, aux données numériques, ça a beaucoup évolué. Mais déjà, j'avais un peu quitté à ce moment-là. De retour à Sans détour avec Pierre Parent. Pierre, je veux revenir, si vous voulez, à vos années de jeunesse. Vous êtes né à Montréal, vous avez dit. Comment c'était à Montréal à l'époque, si je peux dire, au moment où vous êtes né, où vous avez commencé à vous rendre compte de ce qu'était la grande ville comme telle? C'est dans quel coin de Montréal, pour commencer? Bon, moi, je suis né... Ça s'appelait... Je crois que c'était le plateau ou dans le bord du plateau, là, mais c'est pas le plateau actuel, bien évidemment. Quoi qu'on ait déménagé assez rapidement, puis ma jeunesse, je l'ai passée surtout à Laval comme tel. C'était un coin résidentiel, c'était un coin... c'était tranquille, il n'y avait pas de gros problèmes, c'était... On jouait dans la rue. Pas plus que ça? Non, pas. Quand j'étais jeune, non, je n'avais pas une grande conscience de tout. Notre quartier était francophone, donc je n'ai pas été exposé beaucoup à la diversité catholique. Vos parents faisaient quoi, votre père, votre mère? Ma mère était une mère au foyer. Mon père était... il a évolué, mettons. Il a commencé comme comptable, mais c'était dans le domaine automobile. Et puis, il est devenu concessionnaire. Et puis, il a fait carrière surtout là-dedans. Il a également travaillé un peu à l'impôt. Il y avait quand même un petit peu d'ADN dans le fils, non? Comptable, statisticien. Il y a quelques trucs qui sont passés, non? Ah oui, ça, effectivement. Puis mon père, c'était, oui. Les chiffres, il était très fort dans ce domaine-là, oui. Et puis, c'est un de mes intérêts aussi. Pourquoi les chiffres par rapport aux lettres? C'est comme ça, naturellement? Oui, c'est comme ça. Quoique, j'ai un penchant pour les lettres aussi. La qualité du français, ça me tient à cœur. Mais pour moi, les chiffres, c'est comme normal. Pas tout est chiffres, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut lier aux chiffres et aux mathématiques. Il inclut le jeu? Oui, effectivement. Le jeu, il y a du calcul. Vous me voyez venir avec mes grands sabots, là. Oui. Effectivement. Mais non, comme ça, le jeu, est-ce que le jeu est... Parce que moi, ma conception du jeu, c'est que c'est un rôle social, c'est un rôle, comment je dirais, psychologique jusqu'à un certain point, mais peut-être pas nécessairement systématiquement mathématique. Est-ce que je me trompe? Bien, encore là... Tout dépend des mathématiques, c'est pas des multiplications toujours, puis des trucs comme ça, mais comme si on joue au Monopoly, il faut compter, il faut essayer d'avoir les meilleures propriétés. Puis même le Scrabble, il faut compter, parce que l'important, c'est de faire des points au Scrabble. C'est beau d'avoir un mot de 6 lettres, mais s'il vaut 8 points, c'est pas grand-chose. Il faut maximiser notre coût. Il faut... oui, les mathématiques sont là.
mettons-là. Ouais, Oui. quand même. Parlons-en justement du fait. D'ailleurs, vous dites Scrabble, alors Oui. que moi, je dis Scrabble. Oui. Ben, c'est une déformation. Les Français disent Scrabble, fait que ici, on va dire souvent le Scrabble. OK. Dans les clubs, ils vont dire le Scrabble. Le Scrabble, effectivement. Ouais. Donc, vous avez adopté la version ou la connotation francophone. Bon, Oui, ben, c'est parfait. effectivement. Alors, monsieur le réalisateur et mesdames, messieurs, je m'excuse, mais on va dire Scrabble. Bien entendu, effectivement. Tout à fait. Votre premier contact avec le Scrabble, ça a été quand et comment? Puisque, étant davantage orienté vers les mathématiques, je suis intéressé à savoir comment s'est fait le passage, s'il y a eu passage, vers les lettres. Bon. J'ai commencé à jouer avec mes parents, ma famille. On jouait comme ça de temps en temps, une partie. Là. Ça s'est déroulé pas mal comme ça. Le passage aux mathématiques, encore là, c'est des combinaisons. Il faut combiner les lettres. C'est pas juste connaître les mots, il faut les trouver encore, il faut les construire. C'est de la manipulation, c'est de la combinaison aussi. Là. Il y a beaucoup de combinaisons là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup d'instinct là-dedans? En d'autres mots, j'ai déjà entendu des gens me dire, à propos du Scrabble évidemment, que, bon, ben moi je connais le dictionnaire Larousse et le Robert, et puis bon, enfin, j'ai pas mal de mots dans la mémoire. Puis quand je vois un assemblage hétéroclite de lettres, je suis capable de les replacer vite pour obtenir un mot. Bon, c'est une gymnastique d'esprit. Je suppose que c'est on s'habitue à ce genre de gymnastique-là. Mais c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Et pour commencer, il faut avoir une notion, il faut avoir connaissance des mots, non? Absolument, oui. Le vocabulaire, c'est une chose, oui. Mais sans connaître tous les mots du dictionnaire. Les grands champions connaissent le dictionnaire au complet, puis ils connaissent même les tirages, ils savent avec tel tirage, tu peux faire tel mot, tel mot. Moi, effectivement, il y a un peu pas d'intuition, mais il faut développer certains réflexes. Par exemple, évidemment, au Scrabble, si on place nos 7 lettres, c'est 50 points de plus. Fait qu'il faut essayer de repérer le tirage. Est-ce que ça ressemble à un tirage de Scrabble? Mais une chose qui est intéressante, ce sont les verbes. Parce que les verbes conjugués sont acceptés. Fait que tous les mots en ERA, ENT, ONS, déjà là, ça donne une possibilité incroyable. Puis en fait, dans une partie ou dans l'ensemble des parties, on peut dire que pas loin de la moitié des Scrabble qu'on fait sont des verbes. Fait qu'on se concentre un petit peu là-dessus. Il y a des mots qu'on connaît beaucoup, mais à construction plus difficile. Ces mots-là, c'est moins évident à faire. Mais déjà, en partant avec les verbes, on peut commencer à faire des bons résultats. C'est très intéressant que vous parliez de ça parce que je ne me doutais pas que. J'ai joué au Scrabble en amateur, évidemment, à peu près comme beaucoup de monde. Et puis, moi, ma tactique ou ma façon d'aborder le jeu, c'est évidemment pour commencer de piger en espérant que je pige les bonnes lettres, évidemment. J'ai pas la crainte des YWZ, ça, non, c'est correct. Je trouve qu'il y a quand même des choses à faire avec ça. Mais j'ai pas le réflexe comment je dirais, d'avoir un agencement multiple, si je peux dire, de ce côté-là. Est-ce que ça aussi, ça vient à un moment donné, en d'autres mots, on a un mot, un autre mot, un mot que l'on allonge, que l'on étire, bon, peu importe, comme vous venez de mentionner. Ça vient automatiquement, ça? Ou la pratique? Ça prend un peu de pratique, puis c'est une stratégie de base. Quand on est rendu à un certain niveau de compétition, on se dit à chaque fois qu'il y a un mot qui se place sur la grille, on dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mot-là? On peut l'allonger par l'avant, par l'arrière, on peut placer un mot en dessous. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Concernant les lettres payantes comme le X, J, K, Q, bon, toutes ces lettres-là, une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est quand on a un mot sur la grille, puis on voit une case lettre contre triple ou mot contre triple, s'il peut y avoir une possibilité de faire un mot, bon, mettons, on va dire qu'on fait demain, D-E-M-A-I-N. Puis à côté du E, il y a une case lettre contre triple. Mettre un X là, c'est payant. Mais si on fait, parce qu'il y a le mot X qui est accepté et le mot XI. Fait que si on fait X, juste le mot X à côté de demain,
ça nous donne 65 points des gens partant. Fait que ça, il faut les repérer. Il faut essayer de repérer les endroits stratégiques. Ça aide beaucoup à faire des beaux pointages. Les points les plus payants, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est les x3, les carrés rouges. En tout cas, moi, j'ai joué sur un tableau rouge, évidemment. Un tableau de couleur, il y avait les cases rouges qui étaient les plus payantes. Alors, évidemment, en essayant d'aller 3 x 3 x 3, etc. Bon, évidemment, c'est là, à ce moment-là. Est-ce qu'on joue aussi en fonction de ce que met l'adversaire? Bon, encore là, ça dépend. On n'a pas abordé ce sujet-là. Mais il y a deux grandes façons de jouer. Il y a en classique, un contre un, où, évidemment, il peut y avoir de la stratégie, mais dans les clubs, principalement, on adopte ce qu'on appelle la formule duplicate. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde joue la même partie, tout le monde a les mêmes lettres. Donc, il n'y a pas d'avantage de « Ah, moi, j'ai été pris avec les mauvaises lettres, toi, tu as eu les bonnes lettres. » Tout le monde a les mêmes lettres. Et puis, je vais vous donner un exemple. On fait un tirage, on annonce les lettres, tout le monde prend ses lettres et fait son mot. Puis, à la fin du coup, c'est le mot le plus payant qui est retenu. Tout le monde place ce mot-là, on reprend d'autres lettres, puis on joue comme ça. Donc, la stratégie comme telle de bloquer ou d'avoir à composer avec des mauvais tirages, c'est moins là. Parce qu'une des choses intéressantes, c'est que au Scrabble duplicate, les tirages doivent contenir obligatoirement 2 voyelles et 2 consonnes. S'il n'y a pas ça, on rejette. Bien, pour les 15 premiers coups. Après le 15e coup, c'est au moins une voyelle, au moins une consonne. Fait qu'on a toujours quand même des tirages qui sont pas trop pires. Ça arrive des fois quand même, là, qui sont pas beaux, mais c'est moins pire qu'être pogné avec toutes les mauvaises lettres. Puis, donc, ça élimine le facteur chance. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai jamais joué dans cette perspective-là, le duplicate, là. Non. Du tout. Là, vous Non, prenez c'est quelque pas... chose. Non. Il faut être membre d'un club pour jouer de cette façon-là? Non, c'est pas nécessaire. Il y a des sites qui existent. On peut aller jouer. On peut aller rejouer des parties qui ont déjà été jouées. Mais dans les clubs, habituellement, c'est en duplicate. Effectivement, oui. C'est une autre façon, complètement. Là, vous me désarçonnez, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une façon... Combien de temps est-ce que ça dure dans ce cas-là, si on joue en duplicate? C'est-à-dire, c'est un peu comme pour les échecs. Finalement, il y a le maître qui joue sur une table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, et puis bon, est-ce que c'est un peu, pour illustrer un peu pour les téléspectateurs, c'est un peu la même chose? Disons que, c'est pas un peu, mais dans les clubs, encore une fois, c'est très strict. Aux échecs, tu peux passer 15 minutes sur un coup, puis le coup d'avant joue plus vite. Fait que tu as tant de temps pour jouer, mettons, 40 coups. Au Scrabble, tu as de 2 minutes et demie à 3 minutes par coup. Même si tu as trouvé ton mot en 10 secondes, bien, ça dure 2 minutes et demie. Par contre, des fois, 2 minutes et demie, c'est pas suffisant. Fait qu'à la fin du temps imposé, on dit, bon, mais voici le mot, moi j'ai eu tant, l'autre a eu tant. Et on choisit le mot le plus payant. Donc, mais c'est à chaque coup. C'est 2 minutes et demie, 3 minutes. 2 minutes et demie, 3 minutes. Et ça, c'est chronométré? C'est chronométré, oui. Donc, ce qui fait qu'une partie peut durer 1h30, 2 heures, dépendant. Il y a des parties aussi qui jouent ce qu'on appelle en blitz. Là. Je pense que c'est 1 minute et demie. Donc, c'est plus rapide. Mais c'est quand même pas si mal. 1 heure, 1h30 pour jouer une partie, c'est... Même quand on joue un contre l'autre de façon informelle, ça prend quand même une bonne heure, 1h30, jouer une partie, je crois. Oui, mais en tout cas, dans les clubs, c'est chronométré. C'est un jeu. Ça fait drôle un tout petit peu, parce que c'est comme mon impression. C'est un jeu comme le hockey, comme les échecs, comme, je ne sais pas, un autre jeu. Est-ce que l'aspect, comment je dirais, compétitif rentre en ligne de compte, Pierre? Bien, encore là, ça dépend. Oui, il y a des championnats du monde, puis évidemment, la compétition est féroce. Les gens sont incroyables, puis tu veux gagner. Il y a une frénésie qui s'engage, qui s'empare de tout le monde. Oh oui. Oh oui, une partie de quand on va même juste un tournoi, il y a un esprit particulier, là. Tu es concentré, tu veux bien faire. Quand tu manques un coup, tu n'es pas content. Puis...
Puis quand tu fais un bon coup, tu es content aussi. Donc, non, il y a une frénésie certaine, oui. C'est très intéressant de voir ça. J'ai jamais vu une compétition de Scrabble. J'ai vu des échecs, bien entendu, aussi, mais le Scrabble, jamais. C'est très populaire? Bien, c'est populaire, oui. Les championnats du monde, ça regroupe, les championnats du monde francophones, même, ça regroupe plus qu'1 millier de personnes là, qui viennent de différents pays, des différentes fédérations, plusieurs activités. Il y a des parties par paire, il y a des parties rapides, il y a des parties classiques, le championnat du monde élite, le championnat du monde amateur, si on veut. Donc, oui, ça regroupe beaucoup de monde. Puis au Québec, il y a une fédération, la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone. Il y a une 60aine de clubs qui vont de Coaticook aux Îles-de-la-Madeleine, de Bécomo c'était où? Le Bel-sur-Quevillon, Normandin, la Minerve dans les Laurentides. Il y a une 60aine de clubs, puis un peu partout. De retour à Sans détour, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre, bien entendu, à cette nouvelle émission que vous propose TV Rogers 23. Je suis toujours avec Pierre Parent et on parle de Scrabble, bien sûr, de jeux en général. J'ai envie de vous demander, Pierre, le jeu dans votre existence, c'est que ça a toujours été présent, c'est une passion, c'est un moment de vous détendre, c'est un moment de vous concentrer, puis de, comment je dirais, de rivaliser avec quelqu'un. C'est quoi exactement? On ne veut pas trop rivaliser, mais veut pas, il y en a un peu. Mais aussi, bon, dans mon cas, c'est une façon de se garder alerte, de se pousser, de se rester concentré sur quelque chose. C'est un aspect assez important. Mais oui, mais il y a le côté social aussi, là. Se concentrer. Oui. Garder la mémoire, garder l'agilité cervicale, si je peux dire. Oui, la mémoire un peu, mais se concentrer, puis on joue avec les lettres, on essaie de trouver le mot. Voyons, je suis sûr qu'il y a un mot là-dedans. Il faut que j'arrive à le trouver. Donc, on se concentre, puis on essaie de le trouver. Donc, ça nous permet de rester agile, alerte. Quand vous trouvez le mot, Pierre, vous êtes en situation de stress, entendons-nous, on se comprend. Vous avez 2 minutes 30 pour trouver un mot, puis vous regardez vos lettres, puis ça ne débloque pas. Ça doit arriver, évidemment. Là, il y a la panique qui s'engage. Panique. C'est un grand mot, mais oui, quand même. Mais quand même, oui, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant quand ça ne vient pas. Puis souvent, c'est parce qu'il n'y en a pas à trouver. Mais ça arrive des fois, tu dis « Ah, je ne l'ai pas vu, celui-là. » Puis des fois, c'est pas si difficile que ça, mais ça vient pas. Ça vient pas. On fait ce qu'on peut. Est-ce que c'est plus un sport vis-à-vis soi-même que vis-à-vis autrui? Parce qu'on joue, en duplicata, on joue donc contre quelqu'un, avec quelqu'un, évidemment. Je ne pense pas que ce soit contre, là, avec quelqu'un, parce qu'il faut parfois tenir compte des lettres de l'autre pour qu'on trouve un mot pour nous autres, évidemment. Ouais. Alors, c'est plus un jeu de complicité. Mais quand on trouve le mot, c'est quoi l'émotion? Ben, ça dépend. Il y a des fois des mots, tu le vois tout de suite, moi, mettons, j'ai partira. Ben, c'est évident. Là, on va trouver ça. Je fais un verbe en IRA, puis partir. Ça va. Quand c'est un mot vraiment qu'on a travaillé fort, puis que. Ou un mot très payant, comme j'ai déjà fait un mot, moi, qui valait, je pense que c'était 403 points pour 403 points? Je ne me souviens pas exactement, mais c'était un mot qu'on appelle un nonuple, qu'on accroche justement les 2 cases mot contre triple. Le mot, c'était frayeuré, avec un Z et un Y comme lettre contre double. Fait que le Y, à lui seul, valait 180 points. Là. Donc, quand on fait des beaux mots comme ça, oui, ça fait plaisir. Rappelez-moi, Pierre, les casiers rouges, je pense que je fais référence évidemment à la platine sur laquelle on joue. Les carrés rouges, c'est triple, c'est ça? Les carrés rouges, c'est mot contre triple. Oui. C'est ça, exactement. Les roses, c'est mot contre double. Les bleus foncés, c'est lettre contre triple. Et les bleus pâles, c'est lettre contre double.
la case centrale est rose aussi, donc le premier mot est toujours doublé. Oui, c'est ça, exactement. Comment ça se démarre une partie de Scrabble? En d'autres mots, on a un dé et puis bon, pouf! Ou encore, c'est la première lettre qui est pigée. Moi, je pige A, vous pigez un B, c'est moi qui commence selon l'ordre alphabétique. Bon, comment est-ce que ça se débute? Encore là, dans un club, il y a un animateur de partie. La personne pige les lettres et elle les annonce. Puis pour qu'il n'y ait pas de confusion, là, on a un code Algérie A, Belgique B. Donc, pour que tout le monde prenne bien les bonnes lettres, parce que quand tu prends la mauvaise lettre, c'est pas intéressant. Donc, la personne pige les lettres, elle les annonce, puis là, tu prends tes lettres, puis tu essaies de faire ton mot avec ça. Puis, si tu pars avec un bon mot, ça va bien. Si tu fais un petit mot, puis qu'ensuite l'autre est trop petit, puis là, tu es tout pogné, c'est moins intéressant, mais... C'est toujours 7 lettres? Je pense que c'est ça, hein? Oh, là, j'ai un blanc de moi. C'est toujours 7 lettres qu'on pige au maximum? Oui, on pige 7 lettres. Si on en joue 3, mais on remplace les 3 qui manquent. C'est ça, okay, 4 plus 3. Ça. Et le remplacement des 3 lettres que l'on a utilisées, c'est commun à tout le monde à ce moment-là? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Oui, on a décidé du mot de départ, encore dans le duplicate, tout le monde place son mot sur la grille, tout le monde y reste les mêmes lettres, on annonce les lettres suivantes, et puis on complète comme ça. Ça fait longtemps que vous avez joint le club de la retraite en action? Retraite en action, ça fait, depuis que je suis à la retraite, donc 2015, ça fait 7-8 ans, oui. Ouais. Et vous êtes joint à ce club-là parce que vous saviez qu'il existait à Retraite en action? Ou exactement, parce que vous étiez à la recherche d'un club? Parce que est-ce que vous avez beaucoup joué au Scrabble du temps de votre carrière, si je peux dire, comme tel? Pas mal, oui. Moi, j'ai commencé à jouer même un peu avant de travailler. Comme je disais, ça fait 40 ans que je suis dans la région. J'ai commencé à jouer à Montréal l'année d'avant. Donc, puis quand je suis arrivé dans la région, il n'y avait pas de club. Fait que je me suis dit, ça serait le fun d'en démarrer un. Puis j'ai fait des démarches, puis effectivement, on a créé un club qui a maintenant 40 ans cette année. 40 ans, oui, exactement. Et puis, j'ai pas joué tout le temps, mais j'étais responsable du club. Donc, toutes les semaines, c'est sûr qu'on jouait la partie. J'ai joué pas mal. Même, j'ai rencontré mon épouse à ce club-là. On a joué beaucoup ensemble. Il y a des moments où... où on joue beaucoup de parties. On a participé à des tournois. On a joué pas mal. Comme quoi, le Scrabble peut être aussi un endroit de sociabilité. Ah, absolument. Ah oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Parlez-moi un tout petit peu justement des débuts de ce fameux club de Retraite en action, parce que je suis sûr que certains de nos téléspectateurs connaissent Retraite en action. Ouais. Je pense que s'ils nous suivent un tout petit peu à TV Rogers 23, ils connaissent Retraite en action, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que bon nombre des téléspectateurs qui nous écoutent sont conscients qu'il y a un club de Scrabble. Parlez-moi un tout petit peu justement des débuts. Comment est-ce que ça s'organise un club de Scrabble? À Retraite en action, moi, quand je suis arrivé, il était déjà là. Si on veut parler des débuts d'un club, moi, quand j'ai fondé mon club, j'ai fait des démarches, j'ai envoyé des messages dans des radios, j'ai fait des entrevues. Là, les gens appelaient, le groupe se construisait. Et puis, à un moment donné, il y avait assez de gens, puis on a décidé de commencer. À Retraite en action, ça fait, moi, comme je dis, ça fait 7-8 ans là, que je joue là. Le club existe depuis 15-20 ans. Je ne suis pas sûr exactement combien de temps. Donc, s'il y a eu des gens qui étaient intéressés, on fait des démarches auprès de Retraite en action, puis on dit, moi, je voudrais faire une activité. Est-ce que c'est possible? Puis là, on s'arrange pour que ça devienne possible. Ouais, Ils nous fournissent une salle, un grand tableau et tout. Il y a combien de membres présentement dans le club de... Je ne sais pas si le club a un nom en particulier, mais moi, je l'appelle le club de Scrabble de Retraite en action. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comme ça qu'on le dénomme. Ouais. Il y a entre 15 et 20 personnes qui sont membres puis qui jouent. Ceux qui sont membres, ils jouent pas assez régulièrement. Puis on joue même maintenant 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Oui. Quand même. Et c'est des gens de tout âge? Retraite en action, forcément, c'est plus des retraités. C'est plus des retraités, oui. Ah oui. Essentiellement des retraités. Oui. Si on parle du club de Scrabble de l'Outaouais, qui est affilié à la Fédération québécoise,
Là, c'est ouvert à tous. C'est justement ça. C'est très intéressant aussi. Est-ce que vous jouez dans les deux clubs ou non? Je ne suis pas si assidu au club de l'Outaouais. Je suis allé quelques fois, oui. OK. Bien, évidemment, quand je l'ai fondé, j'y allais souvent. Mais je suis retourné quelques fois. Pas aussi souvent que je pourrais, mettons, là, mais... J'ai envie de vous amener, et je suis sûr que vous connaissez la chose, j'ai envie de vous amener un tout petit peu dans l'histoire du Scrabble comme tel, du Scrabble. Je suis complètement méconnaissant de la chose. Comment ça a commencé? Rappelez-moi pas quand même le temps des Romains. Oui, non, c'était plus récent que ça. OK. Ça a commencé, c'est aux États-Unis. C'était un architecte qui était au chômage, qui s'appelait Alfred Botts, qui a développé ce jeu-là. Ça a commencé très lentement. Il s'est trouvé une compagnie pour produire des jeux. Je pense qu'il en a fait 4000 la première année. C'était autour de 48-49. Puis dès 52, là, il ne pouvait plus fournir, fait que ça a été racheté. Donc ça, c'est le Scrabble en général. Le Scrabble en tout cas. Le Scrabble duplicate, lui, ça a commencé en 1972. Il y a un Belge qui s'appelait Hippolyte Wouters qui connaissait des amis qui leur avaient montré cette façon de jouer-là. Et puis, il est tombé en amour avec ça. Il y a eu un championnat du monde, je pense que c'était à Cannes en 72. Il est allé à ce championnat du monde-là. Et puis, il a présenté cette façon-là de jouer aussi. Fait qu'au début, il était, je pense, 10, 20, 30 peut-être. Mais ça a commencé, il y a eu un certain engouement, ça s'est accéléré, de sorte qu'il y a eu une fédération internationale. La Fédération québécoise a été fondée en 1980, je crois, dans ce coin-là, 79-80. Donc, en 7 ans déjà, c'est venu jusqu'ici. En France, ça s'est développé aussi pas mal, puis bon, les Français sont de grands joueurs, ils sont nombreux, une grande fédération. Je ne sais pas exactement quand la Fédération française a été fondée, mais... c'est entre 72 et 75, je dirais. Là. Grande différence entre le Scrabble, excusez-moi, le réflexe, le réflexe. Entre le Scrabble francophone, français et le Scrabble anglais, parce que le jeu existe aussi en anglais, évidemment. Ouais. Peut-être bien en d'autres langues, d'ailleurs, ça, je ne sais pas. Oui. Mais grande différence entre les deux? Ou est-ce que le principe est le même et la procédure d'aller chercher les mots est à peu près la même? Le principe, en gros, est le même. Les Anglais anglophones jouent principalement en ce qu'on appelle le classique, 1 contre 1. La différence, c'est la valeur des lettres. Okay. Le K en français vaut 10 points, en anglais, je pense qu'il vaut 4 ou 5. La construction des mots est différente aussi parce que le français, avec la conjugaison, ça donne des possibilités incroyables. La conjugaison en anglais, c'est pas énorme. Donc, ils ont plus de petits mots, par contre. Fait qu'ils vont souvent accrocher un mot par-dessus un autre, puis faire combiner plusieurs mots en même temps, là, faire 3-4 mots, puis bon. Donc, à ce niveau-là, c'est différent. Par contre, la technique qui est de maximiser les points, de prendre une lettre payante, la mettre au bon endroit, ça, c'est valable aussi. J'ai joué un peu. À Statistique Canada, on avait des gens en anglais qui jouaient aussi, puis je suis allé jouer là, puis je me débrouillais bien. Là, quand même, je n'étais pas un champion, on s'entend, là, mais je pouvais quand même me débrouiller parce que la technique est de base, là, c'est pas mal. Il y a des ressemblances. Mais il y a moins de mots en anglais qu'en français. Avouez, la langue française est large. Non? Oui? Je le sais vraiment pas. Les Anglais font des mots avec tout. Encore là, je m'avance un peu, là. Mais, encore une fois, la différence avec le français, c'est la conjugaison. Tu as un verbe, puis je pense, j'ai déjà vu quelque part, c'est 43 variations avec ce verbe-là. Donc, ça fait un effet multiplicateur énorme. Mais les mots comme tels, il y en a quand même pas mal en anglais. Mais ça ne sera pas des conjugaisons. C'est très intéressant de voir. Je n'ai jamais joué en anglais. Vous, mesdames, messieurs, peut-être l'avez-vous fait, je ne sais pas. Mais c'est très intéressant de voir. Est-ce que vous savez si le Scrabble, ça se joue, je ne sais pas, j'imagine quelque chose en chinois? Je ne sais pas. Le chinois, je ne sais pas. Moi non plus. Je pose la question à tout hasard. Ça se joue en espagnol, ça je suis convaincu. En russe, je crois aussi. Les alphabets,
occidentaux, je crois qu'ils vont pas avoir du Scrabble certainement dans plusieurs langues. Comme je disais, en allemand, oui. En italien. Oui, ça se joue à plusieurs langues. Mais le chinois, je pense que ça pourrait être difficile. C'est en caractère. Oui. C'est ça, c'est des caractères un peu pictogramme. Merci, monsieur le réalisateur. Oui, effectivement. Tout à fait. C'est très, très différent, effectivement. Oui. De retour à Sans détour, bien sûr, avec Pierre Parent, qui est un joueur de Scrabble, bien entendu. Et ça m'intéresse de scruter un peu le monde du Scrabble, bien sûr. On a découvert qu'est-ce qui se passait au niveau local, qu'est-ce qui se passait au niveau un peu plus large, bien entendu. Cette passion du jeu de Scrabble, je suppose, vous en avez glissé un mot tantôt, Pierre, ça se joue en ligne aussi. Comment est-ce que ça se peut se jouer en ligne? Parce que là, on joue avec des écrans, tactiles ou non tactiles, peu importe. Enfin, expliquez-moi un tout petit peu la procédure, parce que je suppose que c'est très différent de jouer en ligne que d'avoir quelqu'un en face de nous, non? Ben, oui, le contact n'est pas là, effectivement. Mais d'un autre côté, habituellement, les tirages, c'est pas nous qui tirons les lettres, c'est difficile. Le tirage se fait automatiquement. Donc, on prend notre tirage, si on joue encore en classique, chacun son tirage, on joue à tour de rôle, et puis on inscrit notre mot, puis l'ordinateur le comprend, le place sur la grille. C'est visuel, c'est bien fait. C'est pas vraiment compliqué à faire. Comme je dis, évidemment, là, le côté contact, il n'y en a pas. Mais quand même, on joue un contre l'autre. On peut s'envoyer des commentaires. Donc, quand on ne peut pas être en personne, ou quand on veut jouer, c'est justement, si tu veux jouer avec un grand ami qui reste maintenant à Toronto ou ailleurs, bien, tu te connectes, puis tu te branches, puis tu peux jouer. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une interruption dans comment je dirais, dans l'alimentation comme telle en virtuel? Parce que là, justement, à mon avis, en tout cas, ça doit poser un problème parce qu'on est rendu à tel point dans la partie, et puis là, tout à coup, on a une brisure de signal. Il faut reprendre logiquement pour être juste et égal envers les joueurs. Il faudrait logiquement recommencer là où on a laissé le point de brisure. Comment ça fonctionne? Bien, franchement, ça ne m'est pas arrivé vraiment. Je n'ai pas joué souvent en ligne comme ça. Mais effectivement, il faudrait recommencer. Par contre, à Retraite en action, avec la pandémie, on a développé des mesures. On a des logiciels là, qui permettent de faire des réunions. Puis on fait comme si on était en personne. La personne fait son tirage, elle les annonce. Tout le monde est présent. Prend ses lettres. Si tu as une brisure, bien là, ça m'est arrivé par contre. Bien là, la partie continue, tu reviens, puis tu dis « Ah, j'ai manqué tel coup », puis tu reprends le coup, puis tu continues la partie où les gens sont rendus. Et si le coup était à l'adversaire et que vous étiez en attente de, ça ne pose pas de problème? Ah, bien ça, si le coup, encore une fois, c'est un joueur classique, bien si tu ne peux pas jouer ton coup, l'autre ne peut pas jouer le sien non plus. Évidemment. Donc, dans la formule duplicable, bien là, les gens qui sont encore branchés, ils peuvent jouer leur coup. Des fois, ils peuvent attendre que l'autre personne revienne, si jamais ça revient. Sinon, bien, si la personne... Moi, j'ai déjà eu une panne d'électricité pendant qu'on jouait. Juste quelques secondes, le signal a été brisé. Fait que ça m'a pris 5 minutes à revenir. Et puis, ben, je reprends là où les gens sont rendus. C'est un petit peu dommage de manquer un coup ou deux. Oui, c'est ça exactement, j'allais dire. Désavantageux parfois de temps en temps. Mais... Pas encore là, oui. Encore là, on ne joue pas pour la grande compétition. Non, si on a manqué un coup, ben, on a manqué un coup. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on tient des statistiques? Je reviens à votre tambour premier, là. Est-ce qu'on tient des statistiques dans les clubs d'ici ou d'ailleurs, mais particulièrement d'ici? Est-ce qu'on tient des statistiques pour les joueurs, pour les parties, pour les tirages de lettres aussi? Est-ce que tout ce monde-là de la statistique s'applique aussi dans les subtilités et les nuances au jeu de Scrabble aussi? Bien, il y a des statistiques, oui, bien entendu. Encore une fois, si on prend les clubs affiliés à la fédération,
On a des parties qu'on appelle homologuées, une fois par mois. C'est une partie officielle. Les pointages sont inscrits. Il y a un classement qui se fait. Par exemple, tel joueur va jouer 92 %, l'autre va jouer 77 %. Les champions jouent 99,9 %. Fait que tu as des statistiques, oui. Les tirages aussi. Tu peux rejouer la partie. Donc, les tirages sont notés, les parties sont notées. Et puis, les statistiques sont compilées à partir de ça. Ouais. Il y a des logiciels qui font les parties. Tu as des correcteurs qui rentrent le pointage de chaque joueur. Et puis, donc, à la fin de la partie, tu sais combien que chaque personne a fait. Tu envoies ça à la fédération, puis tu fais un classement à partir de ça. Et une saison de Scrabble, est-ce que ça existe? Ou est-ce qu'on joue 12 par année? 12 mois par année. Oui, il y a des endroits, je pense, qui jouent pas mal 12 mois par année, d'autres qui ne jouent pas durant l'été ou qui font relâche. C'est à chaque club de décider. Encore là, retraite en action, il y a la cabane en bois aussi. Ben oui, joue. absolument. Oui. Oui, c'est ça. À retraite en action, on n'a pas beaucoup de pauses. Le jour de Noël, puis les 2 semaines maintenant de Noël, il n'y a pas de partie. Mais quand même, à part ça, l'été, ça continue. S'il y a quelqu'un qui part en vacances, l'animateur, il y a des gens pour le remplacer. Fait que ça continue pas mal. La pause de Noël, c'est, en tout cas, à certains clubs, c'est pas mal le seul temps d'arrêt. Comme je disais, au club, eux autres peuvent arrêter l'été. Oui, tout à fait. Vous parliez au point de départ, Pierre, que c'était important comme gymnastique, le Scrabble. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu? Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau de la gymnastique, de l'esprit comme tel, de garder l'esprit vif? Ça, je comprends, évidemment. Oui. C'est important de garder l'esprit vif? On peut le garder d'une autre façon. Je veux dire, on peut aller faire de la course, on peut aller... je ne sais pas, jouer au Koé, par exemple. Merci le réalisateur, jouer au dé ou jouer au billes, oui. Oui. Bien, la course, c'est physique, qui a des répercussions sur le mental aussi. Le Scrabble ou d'autres activités, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne. C'est rester agile au niveau du cerveau, de le garder le plus actif possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Vous avez accepté, Pierre, de répondre à certaines questions en rafale. Bon, oui. Je veux connaître d'autres aspects de Pierre Parent. Est-ce que ça vous convient toujours qu'on aborde cette partie-là? Mesdames, Messieurs, je ne connais pas encore mes questions par cœur, alors vous m'excuserez pour le petit instrument que j'ai dans la main gauche, bien entendu, pour la feuille de papier. Pierre, qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales le matin, hormis le lait, bien entendu? Je mange rarement des céréales, c'est surtout des rôtis. Dans mes céréales, ça va être des céréales... je m'excuse, ça va être des produits bio, souvent, des céréales entières, des fruits, du yaourt, du lait, des choses comme ça. Des choses comme ça. Quel spectacle, parce que je suppose que vous êtes allé voir aussi un certain nombre de spectacles dans votre existence, quel spectacle vous a touché émotivement et dont vous vous souvenez, ce spectacle-là, oui, ça m'a laissé baba. Oui. Je vais dire, c'est « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay. J'étais jeune, j'avais pas une grande connaissance du spectacle, du théâtre, un petit peu quand même. Mais ce spectacle-là m'a touché parce que ça parlait des gens d'ici, parce que c'était une histoire poignante, je trouvais. Êtes-vous plutôt sel ou poivre de nature? Je dirais poivre, oui. Oui, alors vous avez un peu de piquant? Oui. Le sel, j'en mets le moins possible. Il y en a déjà pas mal dans ce qu'on mange. Fait que le sel, non, c'est poivre. Et au niveau caractériel, êtes-vous sel ou poivre? Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, sel, ça veut dire un peu plus doux, alors que poivré, c'est mordant, c'est compétitif, c'est... Là, je sais pas si fonceur. Je ne sais pas si mon épouse va être d'accord. Moi, je dirais plutôt sel. Plutôt droitier ou gaucher? Droitier pour écrire, mais au hockey et au golf, je suis gaucher. Au baseball aussi, je frappe gaucher, mais je lance de la droite. Vous venez de répondre à ma prochaine question. Est-ce que vous pratiquez un sport, hormis le Scrabble, bien entendu? Alors, donc, vous venez de répondre...
Je pratiquais. J'ai déjà pratiqué un petit peu. J'ai jamais été très bon au hockey. Je fais un peu de vélo, là. Mais au niveau des sports, le golf, comme j'ai souvent dit, moi, je joue au golf depuis 50 ans, 2 fois par année. OK, À peu près. je comprends. Mais il y a le plaisir. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a l'amateurisme là-dedans, effectivement. Quand vous faites un bon coup au golf, c'est la même chose que pour faire un bon coup au Scrabble? Oui, oh oui. Ouais. Un bon coup, là. Même, Oh. même adrénaline? Oui, Oui, tout à fait. Puis au hockey, quelle position vous jouiez? sur le banc. Non, j'étais plus défenseur, mais je jouais vraiment pas beaucoup. Est-ce que vous croyez en l'importance de la vitesse? En d'autres mots, pour vous, les choses doivent-elles aller vite? Parce que de nos jours, on est à 144 caractères, puis bon, on passe de l'un à l'autre, et bon, etc., etc. Est-ce que pour vous, la vitesse a un sens particulier ou est-ce que vous aimez plus le ralenti, si on peut dire? Je dirais que je serais plus au ralenti que toujours à plein gaz. Oui, c'est ça, effectivement, oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour briser la routine? Pouf! Oh là là! Pas grand-chose. Je suis pas mal un être de routine. Surtout depuis la pandémie, là, on ne fait plus grand-chose. Non, je ne fais pas grand-chose pour briser la routine. Je lis un peu, mais non, pas. Quand vous faites une activité, qu'elle soit cérébrale ou physique, peu importe, qu'aimez-vous faire pour récupérer? Dormir, manger, sortir, en tout cas, comment récupérez-vous? J'essaie de relaxer. Souvent, la lecture ou la musique. La musique peut m'aider beaucoup à relaxer. Musique, quel genre de musique? Encore là, ça dépend. J'aime la musique classique. J'aime la chanson québécoise, la chanson française. La musique américaine, un peu moins. Mais la chanson française et québécoise, oui, particulièrement. Ouais. Est-ce que vous êtes plus tablette, cellulaire ou ordinateur, purement et simplement? Je dirais principalement tablette. Cellulaire, très, très, très peu. Ordinateur aussi, ça varie. Certaines choses, je vais faire à l'ordinateur, mais c'est plus la tablette que j'utilise. Quelle application vous aimez? Si vous avez une application en particulier, je ne sais pas. Si je disais Wordle, seriez-vous surpris? Non, du tout, absolument pas. Pourquoi celle-là en particulier? Bien, parce que c'est une activité qui se fait bien, plus relaxante. C'est encore là, c'est un petit travail. On se garde alerte. Puis, bon, un petit défi. Petit défi. Oui. Petit défi, oui, tout à fait. Si on vous offrait, ça va être ma dernière question dans la rafale, si on vous offrait la possibilité de vivre au soleil, dans la chaleur, pardon, ou dans la froidure, laquelle vous préférez? Je déteste pas le froid, pas du tout. Vivre chaud. Quelqu'un m'avait déjà dit quand j'étais jeune, quand tu as chaud, tu peux pas enlever plein de vêtements, c'est chaud. Je supporte pas. Ben, je n'ai pas des gros problèmes, mais c'est pas agréable la chaleur, la moiteur. Quand il fait froid, tu t'habilles, c'est bon. Prendre une marche en hiver là, avec une bonne brise fraîche, là, c'est pas désagréable. Vous avez parlé au début de cette entrevue de l'aspect social et que vous y avez rencontré votre épouse. Est-ce que l'aspect social a beaucoup changé au Scrabble, en d'autres mots? En d'autres mots, est-ce que ça a toujours été aussi un lieu de rencontre ou est-ce que ça demeure, comment je dirais, avant tout un lieu de jeu avant d'être un lieu de rencontre? Bien, de rencontre au sens large. On socialise quand même, on se parle avant la partie, on se parle après la partie, pendant la partie aussi. C'est un aspect important qu'il ne faut pas négliger. Le côté social, c'est important.
Hormis le Scrabble maintenant, qu'est-ce que vous faites de votre retraite, Pierre? Hormis le Scrabble, ben, de la Une lecture. journée typique de Pierre, retraité, joueur de Scrabble, c'est quoi maintenant? De la lecture, une petite marche, faire peut-être du vélo de temps en temps, puis évidemment pas maintenant. La télé le soir, faire des repas. Je fais les repas à la maison. Vous êtes bon cuisinier? Je me débrouille. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont ordinaires, mais j'aime bien, oui, j'aime bien faire la cuisine. Voyager? On a voyagé pas mal quand on était plus jeune. Encore une fois, avec la pandémie, on ne voyage pas. C'est plus exactement ce que c'était, comme par exemple, je pense à mon beau-frère qui est allé en France ou à tel endroit, puis qui réservait ses visites, par exemple au Louvre, il réservait ça 3 mois d'avance. Nous, quand on voyageait, on allait, on se présentait là, on prenait nos billets. C'était moins... c'était plus convivial, mettons, là. Ça a changé un peu. Et dire que maintenant, on peut visiter le Louvre à partir de nos Aussi. tablettes et de nos écrans aussi. Aussi, c'est sûr. Ça fait aussi... Mais voir, c'est-à-dire la Joconde, juste voir la Joconde quand même, en vrai. C'est petit. C'est pas gros, hein? Non, c'est pas gros. Effectivement. Oui, tout à fait. Quel est le plus beau voyage que vous avez fait en terminant, parce que cette entrevue tire à sa fin? Je veux quand même vous rappeler, mesdames, messieurs, que Pierre est aussi un voyageur. Je vais lui demander quel est le plus beau souvenir que vous avez eu en voyage? J'en ai quelques-uns. Les voyages en France, la culture française, ça me plaît, c'est bien. Mais un endroit que j'ai particulièrement apprécié, c'est Madère. C'est une île dans l'Atlantique qui appartient au Portugal. C'est petit, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas tellement de plages non plus. On a vu des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. De la nourriture. Ça a été un endroit vraiment qu'on a apprécié. Madère, tiens, c'est pas une destination très, très Non, courante, non, très non, courue, non, absolument pas. Oui, non, tout à fait. l'Islande, les Açores, on aimerait bien. On aimerait bien. Peut-être qu'un jour, on ira là aussi. Mais comme tu dis, la France aussi, c'est un endroit qui est... L'Asie, ça ne vous intéresse pas? À prime abord? À prime abord, non. Pas que je fais de la claustrophobie ou de l'agoraphobie, mais les gens qui sont tassés, ça doit être spécial. Par contre, le Japon, c'est une culture aussi qui est vraiment différente de la nôtre, mais pas plus que ça. L'Australie, ça a déjà été un genre de rêve, mais... À vous avoir écouté durant les 50 et quelques dernières minutes, Pierre, j'ai comme l'impression qu'il y a une caractéristique, et je ne veux pas faire de l'analyse psychologique, là, loin de moi cette idée-là, bien sûr, mais j'ai comme l'impression que celui que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. Est-ce que ma perception est exacte? J'espère que c'est la vôtre aussi, mesdames, messieurs. Oui, je pense que je peux dire que j'ai une curiosité. Une émission comme, par exemple, Les Allées-Lumière, où ils parlent de science, puis pas juste une sorte de science, toutes les sciences. J'ai étudié en physique, donc ça m'intéresse encore beaucoup, le cosmos, l'infiniment petit, la mécanique quantique qui est incompréhensible. Beau sujet, ça. Oui. Beau sujet, ça, Oui. effectivement. Oui. Tout à fait. Donc, oui, la curiosité, oui, certainement. Pierre Parent, ça a été fort agréable de vous recevoir en Sans Détour, vraiment. Un beau petit tour d'horizon que vous nous avez permis de faire en votre compagnie. Je vous remercie. Grand merci. Ça me fait bien plaisir. Et vous, mesdames, messieurs, eh bien voilà, c'est sur ça que se termine cette édition de Sans Détour. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à une prochaine fois.